Bon, alors voilà le geste qui sauve. Moi, je le dis sans rigoler en plus. Tu sais, en fait, je me lave les mains déjà depuis longtemps, très régulièrement, parce que j'avais lu un bouquin sur l'accouchement. Et au 19e siècle, il y a une flambée du nombre de femmes qui meurent pendant les couches. Et c'est le moment où elles arrivent à la maternité, où l'accouchement se fait plus chez elles. Et on se demande pourquoi. Et en fait, c'est parce que les médecins se lavaient pas les mains. Et donc, et à partir du moment où on a découvert ça, ça fait baisser le taux de mortalité des femmes qui accouchaient. Et donc, depuis que j'ai lu ce bouquin-là, je suis plutôt très régulier dans mes lavages de mains. Et je le dis sans déconner, c'est le geste qui sauve, parce que moi, je vis comme plein de gens, tu sais. Mes gamins, quand je suis pas là, et malheureusement, c'est souvent, quand je vais à l'assemblée, c'est mes parents qui les gardent, ici. Mais ils passent le mardi, mercredi, jeudi et tout ça. Et donc, la question aujourd'hui, je pense comme dans plein de familles françaises, c'est comment je fais pour pas ramener une cochonnerie de l'Assemblée ou parce qu'on sait que c'est un pôle maintenant de concentration de virus ou des meetings, ainsi de suite, et de pas le refourguer à mes gamins qui le refourguent à mes parents. Et je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Et donc je le dis, c'est le geste qui sauve, sans rigoler. Bon. Il y a une crise sanitaire qui est évidente. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que la France ne devienne pas l'Italie. Je veux dire, on imagine la tragédie pour des soignants de devoir choisir qui ils sauvent. Et en fonction de critères d'âge, de maladie, de je sais pas trop quoi, mais de choisir celui-là, j'ai le respirateur pour le sauver, celui-là, j'ai pas les moyens, on le laisse tomber, on le laisse de côté. Et évidemment, tout l'objectif aujourd'hui en France, c'est de pas arriver à ce que les soignants dans les hôpitaux ils aient à opérer ces choix tragiques. Donc il y a une crise sanitaire qui est là, il y a une crise financière aussi, qui peut donner une crise économique, qui peut donner une crise sociale. Donc tout ça, c'est évidemment, il va y avoir des drames. Mais une crise, c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre pour des transformations. C'est vrai tout le temps dans l'histoire. 1789, la Révolution française, au départ, c'est une crise. C'est la crise frumentaire, la crise de la production céréalière, doublée d'une crise fiscale. Et c'est ça qui ouvre une crise politique et qui permet un changement de régime. Mais la crise de 29, elle débouche sur le Front populaire en France. La Deuxième Guerre mondiale, qui est sans doute la plus grande tragédie que l'humanité ait vécue, eh ben, elle débouche sur le vaste plan de sécurité sociale en France, sur le welfare state et le plan Beveridge en Angleterre. Donc, faut se demander aussi en quoi cette crise, elle nous sert à nous remettre en cause et à accoucher d'un monde nouveau. Et par contre, par exemple, j'ai cité un certain nombre de crises où on en a tiré quelque chose. Mais la dernière crise, on n'en a rien tiré. La dernière crise, c'est la crise de 2008. Et à ce moment-là, il faut se souvenir qu'il y avait tous les libéraux qui passaient à la télé, Alan Greenspan et compagnie, ils avaient des fouets et ils disaient « plus jamais on recommencera ça, on a trop spéculé, c'était pas bien, on a mis le monde en danger, je vous promets, c'est fini. » Mais ils ont continué comme avant. Ils ont poursuivi leur spéculation comme avant. Ils ont fait des bulles à nouveau comme avant. Pourquoi ? Là, je dis c'est notre faute. C'est notre faute. À l'époque, je me souviens, il y a eu 3 manifestations avec plus d'1 million de personnes où on a défilé et notre slogan, c'était « Nous ne payerons pas leur crise ». Pourquoi pas ? Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que à ce moment-là, nous n'avions pas les mesures qui devaient répondre à la situation économique et politique et sociale. Tu vois, 3 mesures, est-ce qu'on était tous d'accord sur la socialisation du crédit ? On sauve les banques, ok, mais on ne doit pas les sauver pour qu'elles spéculent à nouveau. Il faut absolument que derrière, le crédit soit socialisé puisqu'on pouvait les ramasser pour 3 francs 6 sous. Première chose. Est-ce qu'on veut un fléchage au niveau de la Banque Centrale Européenne ? Plutôt que d'aller dans la spéculation, est-ce qu'on dit, là, ça doit aller en direction des collectivités, en direction des entreprises, en direction des ménages? Est-ce qu'on doit aller vers une relocalisation de l'économie? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du commerce? Toutes ces réponses-là, en 2008-2009, c'est pas comme s'il y avait un corpus qui s'était diffusé à Attaque, qui s'était diffusé dans les syndicats, qui s'était diffusé dans les partis, et qui faisait qu'on répondait « tchac, tchac, tchac ». Voilà notre réponse à la crise. Et donc, du coup, comme il n'y avait pas ça, c'est resté dans un truc assez gazeux, flottant, fumeux. Nous ne payerons pas la crise, qui veut tout dire et rien dire. Et du coup, le phénix est rené de ses cendres.
le phénix de la spéculation, le phénix de la finance, et il est même revenu plus qu'intact, puisque il a à nouveau le CAC 40, le Dow Jones, et ainsi de suite, ils ont flambé à nouveau. Les dividendes, ils ont été versés par dizaines de milliards. Ça y est, cette année justement, on avait rebattu le record de 2007. Donc voilà, leur monde est revenu intact. Il faut que de cette crise, leur monde ne revienne pas intact. Il faut que de cette crise, on s'en serve pour transformer leur monde et pour que ça soit un peu plus le nôtre de monde et qu'on ne soit pas des objets sur qui on agit, mais des sujets agissants dans le monde de demain. Et je pense que là, il faut devenir des sujets dès maintenant. On n'a pas à être pris en charge seulement, on se charge de vous, on se charge de tout. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, dans l'urgence, rapidement avoir ces 3 idées. Tchac, 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 tu vois, et qu'on dise, bah voilà, demain, on veut rompre avec la croissance, on veut rompre avec la concurrence, on veut rompre avec la mondialisation, on veut aller vers de la répartition, de l'entraide, de la relocalisation. Donc, voilà les 3 idées clés. Alors, est-ce que c'est sur le crédit? Et ça, pour ça, il y a un travail, et là, j'invite franchement, j'invite tous les syndicats, toutes les associations progressistes, tous les partis à se rencontrer et mettre leurs idées en commun et en ressortir avec 3 choses qui seront marquantes pour les Français et qui seront 3 points de rupture pour la suite. Je pense qu'on peut faire ce travail-là. Tu sais, là, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire des meetings avec 5000 personnes, mais on a quand même le droit de se rencontrer, de réfléchir, de produire, de lire, d'écrire. Et je pense que là, on est dans ce temps-là où on doit avoir des espèces d'états généraux, des ruptures souhaitées. Mettons pas que ça donne des grands trucs vastes à la sortie. Pas un programme en 257 points. Il faut qu'il y ait 3 trucs qu'on puisse répéter. Notre réponse, c'est ça, ça, ça et ça. Et qu'on soit d'accord là-dessus. Que quand Mélenchon il passe dans un média, ils disent tchac, tchac, tchac. Et mais que quand Julien Bayou il passe dans un média, ils disent tchac, tchac, tchac. Tu vois, que ça soit un corpus. Après, il peut y avoir des différences au-delà de ça. Mais qu'on ait ce socle commun qui fait que ça rentre dans les têtes et on se dit voilà la réponse qu'il doit y avoir à une crise qui n'est pas seulement une crise sanitaire mais qui va se développer en crise financière et en crise sociale. Alors ça me fait penser à un film parce que là on est condamné de s'arrêter quelque part. Hein. Mes gamins ils vont plus aller à l'école. Il y a plus ta crèche pour toi elle va être fermée. Les transports on nous conseille de moins les prendre, de faire du télétravail tout ça. Il y a un film qui s'appelle L'An 01 donc tu connaissais pas, mais c'est un film de GB qui date des années 60 et qui est dans une perspective très optimiste. Mais son slogan, c'est « On s'arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Eh bien, on arrête tout. On n'a pas le choix aujourd'hui. Quelque part, on nous demande, à part les hôpitaux qui vont être en surchauffe, mais on nous demande d'arrêter au maximum, de ralentir. Prenons ça quelque part comme une bonne nouvelle. C'est si rare qu'on nous demande de ralentir dans cet univers. On réfléchit. Bah oui, on a encore le droit de réfléchir. On a le droit de réfléchir à plusieurs, on a le droit de réfléchir devant des caméras, on a le droit de réfléchir devant des micros, on a le droit de signer des tribunes, on a le droit de faire tout ça. Et c'est pas triste. Bah peut-être que, il faut le dire, ce qui est, dans un premier temps, ça va être triste. Parce qu'il va y avoir des drames, parce qu'il va y avoir des hôpitaux qui vont être au bord de la crise de nerfs, il va y avoir tout ça. Mais en tout cas, faisons au mieux pour que demain ne soit pas triste. Tu sais, je pense qu'il y a des instants comme ça où les choses deviennent audibles pour les gens. Où c'est comme si on avait une pâte molle dans les idées, dans les esprits. C'est le moment d'y mettre son empreinte, de la marquer, pour que demain soit fait de nos idées, quoi. Et je dis ça parce que il faut qu'on s'en charge nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on attende que ça vienne d'en haut et que ça soit un autre qui s'en charge pour nous. Parce qu'il ne le fera pas. Et là, je parle évidemment du discours de Macron d'hier soir. C'est beau en un sens. Hein. Le Macron nouveau est arrivé. J'ai encore changé. Déjà, après l'été dernier, il avait déjà changé sur l'environnement. Là, j'ai encore changé. Alors, il y a plusieurs trucs. Quand j'entends qu'il dit qu'il faut qu'on fasse bloc, qu'on fasse nation, qu'on soit unis. Mais nous, ça fait longtemps qu'on veut faire bloc, qu'on veut être unis, qu'on veut faire une nation, pendant que lui, il fait sécession
avec sa bande de riches à qui il offre des milliards sur un plateau pendant qu'il supprime les contrats emploi solidarité, les contrats aidés dès le début de son mandat. C'est ça la réalité. Donc, faire bloc, être unis, être une nation, oui, mais bienvenue chez nous, monsieur Macron. C'est bien. Remettez les pieds sur terre, revenez en France, et ça c'est très bien. Les nouveaux convertis, faut les accueillir. Tu vois ? Quand il y a des épiphanies comme ça, que le Saint-Esprit tombe sur le chef de l'État, il faut s'en réjouir. Parce que c'est de l'ordre de la révélation, il nous le dit. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts et des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Alors, pour un nouveau converti comme lui, c'est une révélation. Pour nous, ça fait longtemps qu'on le sait, ça. C'est pas franchement une révélation que ce sont des biens indispensables. Et il poursuit. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services, il doit être placé en dehors des lois du marché. Bah oui. Pour lui, c'est une révélation que l'éducation, la santé, la retraite, un certain nombre de biens comme ça, la justice, qui nous paraissent fondamentaux, doivent être placés en dehors du marché. Mais là, depuis une semaine, ben voilà que M. Macron a des révélations. Tant mieux, tant mieux. Bon, maintenant, bon, il peut y avoir un certain fanatisme chez les nouveaux convertis, mais ça peut être un feu de paille aussi. Et donc, il faut s'assurer que ça se dure, que ça s'inscrive dans la durée, cette conversion. Parce que il y a 2 semaines encore, enfin, je veux dire je dis même pas moi pendant 3 ans, je dis pendant 8 ans, depuis qu'il était aux côtés de François Hollande à l'Élysée, qu'il était ministre de l'économie, puis président de la République lui-même, son obsession, ça n'a jamais été la solidarité, ça a toujours été la concurrence. La concurrence, la concurrence, la concurrence. Alors, dans le nouveau pacte ferroviaire sur la SNCF, il y avait 87 fois le mot concurrence, 0 fois solidarité, 0 fois écologie, 0 fois réchauffement, 0 fois climat. Mais 87 fois le mot concurrence. Voilà son obsession. Quand il régule fait une loi sur les universités, c'est pas pour se demander comment on va créer davantage de solidarité. C'est pour mettre les universités en concurrence entre elles. Et quand il pense aux étudiants, c'est pas pour se dire comment on va leur offrir une émancipation dans l'existence, c'est pour les mettre en concurrence sur les formations qu'ils pourront obtenir. La concurrence, elle doit être à tous les étages, et y compris. Alors on en arrive des fois à des niveaux de kafkaïens. Dans la mise en œuvre de la concurrence, c'est quand on a le projet de loi agriculture et qu'on se dit, on aimerait bien que dans les cantines, on puisse acheter local en proximité, tout ça, on peut pas mettre local, sinon c'est une atteinte au droit de la concurrence, tu vois. Donc bon, ça a vraiment été la clé de sa pensée jusqu'à la semaine dernière. Bon, tant mieux, on s'en réjouit. D'abord, il faut dire que c'est pas comme si Macron était un individu isolé, il fait partie d'un écosystème où c'est la pensée dominante depuis 40 ans. Et ça fait 40 ans qu'il nous démontre ces solidarités-là. De la même manière, alors là, déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous le faisons déjà une France, une Europe souveraine. C'est formidable. La souveraineté chez l'homme qui a fourgué Alstom aux Américains, même très volontiers, qui vient de larguer la Française des Jeux. Engie, c'est quand même Engie, c'est une entreprise du gaz. L'énergie, on va en avoir besoin pour demain, qui vient de larguer ça au privé aussi, jusqu'aux aéroports, finalement il dit qu'il ne va pas le faire, mais l'homme de ça, qui vient nous dire que c'est important la souveraineté. Mais je le redis, c'est Macron, mais c'est tout un écosystème dont Macron est l'incarnation aujourd'hui. Quand je vais chez Luxfer, à côté de Clermont-Ferrand, dans une entreprise qui d'ailleurs pour les hôpitaux fabrique des bonbonnes pour de l'eau pour respirer, pour mettre de l'air pour la respiration. Voilà, les pompiers ils en ont aussi. Depuis très longtemps, je ne sais plus dire quand, mais depuis des décennies et des décennies, ça se fabriquait en France. C'est racheté par un fonds de pension anglais qui décide de fermer la boutique et on ne sait pas où est-ce que ça sera produit. Donc là, il y a une perte de souveraineté sur un outil qui est important pour la santé, pour les pompiers, pour les hôpitaux. Les salariés qui ont un projet de reprise, ils montent voir le ministère de l'économie, du redressement, de la reconquête industrielle, pardon. Et on lui dit quoi? On leur dit, un actionnaire, c'est comme un enfant.
Quand un enfant a décidé de casser un jouet, on ne peut rien faire. Voilà la pensée. On ne peut rien faire. C'est le laisser faire. Y compris là sur quelque chose qui est utile pour les hôpitaux et pour les pompiers. Donc, tant mieux s'il y a un retour à la souveraineté, si on estime qu'il y a besoin d'un État qui intervient, d'un État qui régule sur le prix du gel, sur la réquisition pour les masques, sur le fait qu'il ne faut pas laisser tous nos médicaments être produits en Chine et ainsi de suite. Mais ces paroles d'hier soir, elles viennent contredire 8 ans d'actes contraires. Alors, espérons que tout va changer. Mais même sur le terrain stricto sensu de la santé, les médecins, les infirmières, les soignants, à qui on demande d'être finalement les nouveaux mineurs, les mineurs qui dans l'après-guerre avaient reconstruit la France, avaient été permis que le redressement productif. Là, on dit aux soignants, c'est vous qui devez tenir le pays debout. Et il a des mots très chaleureux pour les soignants, mais on aurait aimé que ces mots soient prononcés ça fait 1 an que dure la grève des urgences. On sait qu'il y a un mal-être qui est énorme à l'hôpital. Cette statistique, 30% des infirmières quittent le métier avant 5 ans. Pourquoi? Parce qu'elles sont cramées, burn-out, elles en peuvent plus, elles sont surchargées. Et donc ça veut dire qu'on les a formées pour rien, puisqu'elles le quittent si rapidement que ça. On aurait aimé qu'il y ait une prise en compte de ça sur le plan des mots du président de la République, sur les plans du budget. Il n'y a rien eu de tout ça dans les 2 années dernières. Et il ne faudrait pas que le personnel soignant soit à nouveau les cocus de cette histoire, à qui on demande de faire des efforts, sans doute de bouffer sur leur week-end. Voilà, parce que la nation a besoin de vous, et que demain, comme les mineurs, parce que les mineurs, on leur a fait le même coup en 1948, on leur dit, maintenant, vaquez à vos occupations, et retour à l'indifférence, et retour à la case départ. Donc voilà, là, mais sur la santé, c'est vrai pour tout. Moi, j'ai beaucoup aimé le professeur Canard, qui est un spécialiste du coronavirus, et qui dit, depuis 2003, moi, j'essaye de monter des projets de recherche sur les coronavirus avec mon équipe, et en fait, on dézingue mon équipe. Chaque fois qu'il y a un congé maternité, il ne peut pas être remplacé. On vit dans la précarité permanente. On monte des projets de recherche. On passe notre temps à monter des dossiers. Je suis un pisseur de dossiers. Et je passe mon temps à ça. Et derrière, je ne suis pas financé. Et il parle de ceci, le professeur Canard. Il parle du hold-up du crédit impôt recherche. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a 6 milliards annuels qui sont donnés pour le privé, comme ça, largués. Quand nous, on est obligé de gratter et d'aller faire d'écrire des dossiers après dossiers pour avoir des petites sous de l'Agence nationale de recherche. Et là, il dit, quand il a vu ce qui se passe sur le coronavirus, il dit, j'ai pensé à tous mes collègues à qui l'on fait gérer la pénurie issue du hold-up, ce hold-up du crédit impôt recherche. J'ai pensé à tous les projets ANR, donc pour l'Agence nationale de recherche que j'ai écrits et qui n'ont pas été sélectionnés. Je passe mon temps à écrire des projets. Alors, parce qu'il faut le dire, là, si on veut prendre les choses sérieusement pour demain, ça veut dire, à l'automne, fin du crédit impôt recherche. Fin du crédit impôt recherche. 6 milliards d'euros. On a expliqué dans Fakir comment ça se passe. C'est quelqu'un qui bosse pour une entreprise qui est elle-même embauchée en crédit impôt recherche, et quelle est sa mission? C'est d'aller filer du crédit impôt recherche à toutes les entreprises. Elle explique ceci. Je leur expliquais comment frauder, comment retranscrire toute leur activité en recherche et développement. On tirait sur cette vache à lait pour faire du détournement. Souvent, les clients doutaient de pouvoir en bénéficier. Mais nous, une laborantine, une secrétaire, un commercial, on passe tout ça en R&T. Les SS2I, donc les sociétés de services en informatique, ce sont des marchands de biens. Ils embauchent un cheptel de 100 mecs et ils les embauchent en crédit impôt recherche. Voilà comment ça fonctionne le crédit impôt recherche. Ça n'est pas lié à la recherche réelle. Et donc, plutôt que de financer la recherche publique, on file du pognon à jet continu pour de la non-recherche privée. Mais c'est déjà le cas chez Sanofi. Quand Macron était ministre de l'économie, il était interrogé par Élise Lucet, qui lui disait « Mais comment ça se fait qu'on file du CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, alors que Sanofi supprime des emplois? Comment ça se fait qu'on file du Crédit Impôt Recherche, alors que Sanofi a, je crois en 10 ans, détruit 1/3 de ses chercheurs en France et dans le monde ?» Macron répondait « non, c'est normal, sinon, vous comprenez, il ne pourrait pas fonctionner. » Bon, voilà. Là, il faut revoir toute cette politique, y compris Sanofi. Là, Sanofi vient de verser en dividende l'équivalent de 80 années de Téléthon. Ça veut dire que c'est 3,8 milliards d'euros
qui pourrait servir à faire de la recherche sur le coronavirus, mais aussi sur les maladies orphelines, mais aussi sur, par exemple, le diabète, puisque Sanofi a annoncé qu'il abandonnait toute recherche sur le diabète. Et à la place de ça, l'État file du pognon à Sanofi, et Macron les accueille à l'Élysée, trouve qu'ils sont merveilleux, Édouard Philippe va leur rendre visite, et ainsi de suite. Il faut rompre ça. Il faut que Sanofi devrait être un outil au service de la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au conseil d'administration de Sanofi, il devrait y avoir des associations de patients, il devrait y avoir des représentants de l'État, il devrait y avoir pas seulement des actionnaires qui viennent là pour en tirer du profit. Ça devrait être un outil en direction de l'intérêt général. Donc, et là, Macron a été complice de toute la politique de destruction de la recherche chez Sanofi. Mais tu vois, ça se voit même dans des petits dossiers. Je viens d'aller à Grenoble. Il y a un truc qui s'appelle le GHM. Donc c'est le groupement hospitalier de la mutualisation. Enfin, M, c'est pour mutuelle. C'est un truc qui, en fait, est issu du monde mutualiste. C'est toujours dans le monde mutualiste aujourd'hui et prodigue des soins, notamment un très gros soin, 25% de l'offre de soins sur Grenoble. Il y a 2000 accouchements par an, je crois, 80 000 patients qui passent. Bon, c'est énorme. Bon, et à des prix qui sont comme l'hôpital public, quoi. Bon. Là, la mutuelle a décidé de s'en débarrasser, mais de faire une plus-value dessus, parce que y a de l'immobilier et tout ça derrière. Mais que répond l'agence régionale de santé? Le ministère n'a rien dit. Ça fait 6 mois que ça dure, le ministère ne dit rien. Il laisse faire. Et que dit l'agence régionale de santé? Elle dit c'est une affaire entre privés. Ça concerne 25% de l'offre de soins sur Grenoble. Et on vient nous dire, c'est une affaire en notre privé. Non, c'est à ce moment-là qu'on veut un État qui régule, qu'on veut un État qui intervient. Donc c'est toute cette psychologie-là qu'il s'agit de changer dans la santé, mais dans le reste aussi, pour demain. Il faut un État qui régule, un État qui intervient dans l'agriculture, il faut un État qui régule, qui intervient dans l'industrie, un État qui régule, un État qui intervient dans l'aide à domicile, enfin... Tout, il doit y avoir un État qui régule et un État qui intervient et pas un État qui dit c'est une affaire entre privés, on laisse faire et on laisse passer. Bon, je vais faire une petite précision dans ce que je pense. Hein. Je pense que c'est pas seulement un État qui régule et un État qui intervient. L'État n'est plus suffisant pour représenter l'intérêt général, de mon point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'à l'intérieur de tout ça, il doit y avoir associé les associations environnementales, les associations de consommateurs, les universitaires, les chercheurs, et que l'intérêt général, il naîtra de ça. Et que quand on pense l'agriculture de demain, eh bien, il faut la penser en liaison avec tous ces acteurs-là. Quand on se demande ce qu'il faut faire sur le terrain de l'industrie, et très concrètement, par exemple, chez Whirlpool, plutôt que de laisser Whirlpool se débarrasser des lave-linges, on n'a plus une seule usine de lave-linge en France. Et Macron a rien fait pour dire il faut empêcher ça. Il faut une renaissance du lave-linge français. Il n'y a aucun plan industriel pour ça. Tu vois? Bon, ben là, il faut qu'il y ait une réunion d'acteurs et pas seulement l'État, mais que on dise, ben voilà, les associations environnementales aussi, elles ont leur mot à dire. Quel est le modèle qu'on développe? Est-ce que c'est des lave-linges produits en Pologne et qui sont achetés dans le nord de la France ou dans le nord de l'Europe en général, avec des camions qui font des allers-retours tous azimuts et avec des machines à obsolescence programmée? Ou bien est-ce qu'on produit des lave-linges dont on sait qu'ils vont durer 10, 20, 30 ans et avec une production la plus localisée possible? Pour prendre un exemple parmi d'autres. Mais il faut un État qui régule, un État qui intervient et une société qui est présente à l'intérieur de ces dossiers-là. Quand le maire dit, à peu près comme Macron, il y aura un avant et un après coronavirus, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça passera avec le virus. Ça passera comme la crise de 2008. La crise de 2008, oui, il y avait un avant et après crise de 2008. Bah non, finalement, le phénix est rené de ses cendres. Et ça passera comme la conversion écologique de Macron l'été dernier. Ça passera. Donc, et on reviendra au business as usual. Et si le business, c'est d'aller délocaliser en Chine parce que la manœuvre est moins chère en Chine et que on est moins contrôlé sur ces rejets et ainsi de suite, eh bien, ils continueront d'aller produire des médicaments, des masques et ainsi de suite. Et tout ça en Chine. Là, il y a notre responsabilité. Parce que nous, pendant ce temps-là, ce temps où les imaginaires, je dirais, où les idées sont molles, on peut les travailler, eh bien, il faut les forcer. Il faut les imposer, nos idées. Il faut s'organiser pour que, quand Macron dit que la santé, on n'y touchera plus,
Comme quand Macron dit il faut reprendre en main notre souveraineté, tout ça, on le contraigne parce qu'il ne le fera pas de lui-même dans la durée. Ces mots, ça sera des mots d'un soir et il les aura oubliés. Il faut qu'on le contraigne à mettre ses actes en accord avec ses paroles pour les 2 années à venir. Et ensuite, il vaudrait mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà, parce que il y a quand même plein de monde dans le monde politique en qui j'aurais beaucoup plus confiance quand ils me disent qu'on va reprendre en main le contrôle, construire plus encore que nous le faisons une France et une Europe souveraine, qu'en Emmanuel Macron, qui jusqu'à maintenant a fait tout l'inverse. Je vais tempérer ça en disant que sur le volet sanitaire de la crise, je ne mets pas en cause sa bonne volonté. Dans le traitement de l'urgence immédiate, s'il y a nécessité de fermer les écoles, eh ben il faut le faire. Enfin, c'est pas là-dessus que je mets en cause. En revanche, dans la durée, sur le traitement social, économique, financier, de comment on fait ça pour aller vers un autre monde demain. Attends, quand il nous dit il nous faudra demain tirer les moments que nous traversons, interroger le modèle de développement. Il est l'incarnation pure et parfaite de ce modèle de développement dont nous ne voulons plus. Cet homme qui ne jure que par la croissance, que par la concurrence et par la mondialisation. C'est l'homme de ce triptyque-là. Et c'est avec ce triptyque que nous devons rompre. Et évidemment, il nous faut rompre avec Macron en même temps que nous rompons avec ce triptyque. Tu sais ce que j'ai raconté au début, là, sur dans un moment de crise, il faut qu'on ait des solutions, les 3 solutions. C'est un truc dont je discutais déjà avec Gaël Giraud, donc un économiste, à l'automne dernier. Et il me disait, voilà, il va peut-être y avoir une crise immobilière chinoise, ou je me souviens plus les scénarios qu'il mettait en place pour dire, voilà, peut-être qu'il va y avoir un écroulement financier. Mais on voit que on a des systèmes qui sont des systèmes tellement complexes que c'est, on disait de l'URSS, un colosse au pied d'argile. Et c'est vraiment, on a le sentiment d'être dans une société comme celle-là, qui est à la fois toute puissante, avec des nouvelles technologies, un savoir-faire incroyable, des réseaux dans tous les sens. Tu comprends même pas comment fonctionne ta télé. Bon, voilà. Et en même temps, un grain de sable, là en l'occurrence un virus, et non pas la chute de l'immobilier en Chine, tu vois, mais un virus parti de Chine. Et tu as le sentiment d'un possible écroulement, effondrement. Quand tu lis d'ailleurs les bouquins sur les effondrements de l'Empire romain, l'Empire Inca et tout ça, moi j'aime beaucoup les bouquins d'histoire comme ça, tu vois que plus une société est technicisée, plus elle est fragile en fait. Et plus derrière l'apparence de toute puissance se cache une très grande fragilité. Moi, dans ce moment-ci, pour terminer sur un conseil de lecture, je pense que le livre de Pablo Servigne, L'entraide, nous est plus nécessaire que jamais. C'est-à-dire que y a 2 chemins qui s'ouvrent à nous. L'histoire, c'est nous qui l'écrivons. 29, ça peut donner le New Deal aux États-Unis, le nazisme en Allemagne ou le Front populaire en France. Donc c'est nous qui choisissons le chemin, collectivement. Et on voit dans l'entraide se dessiner 2 possibilités. Soit la guerre de tous contre tous, la confiance qui s'évapore, les liens qui se détruisent, et juste on est en mode survie. Ou alors, au contraire, dans des temps difficiles, bizarrement, c'est dans des temps difficiles, Kropotkin, donc quand il étudie les systèmes, les animaux et tout ça au 19e siècle, c'est en Sibérie, c'est dans un milieu hostile. Et c'est là qu'il observe les liens. Tandis que Darwin, quand il observe la lutte des espèces entre elles et la lutte à l'intérieur des espèces, c'est au contraire dans un milieu tropical qui est un milieu d'abondance. Donc parfois, c'est la pénurie qui peut nous amener à améliorer, à construire des liens, à construire de la solidarité qui nous fait progresser sur le plan humain. Alors, le meilleur exemple pour moi reste l'Angleterre dans la Deuxième Guerre mondiale, qui met en place du rationnement parce qu'il y a des pénuries, ils sont bombardés, tout ça. Et bizarrement, c'est dans cette période-là que le taux de pauvreté diminue de 50% en Angleterre et que l'espérance de vie augmente de 7 ans. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient peu, on leur garantit d'avoir. Ceux qui avaient beaucoup, on leur en donne moins. Et se construit aussi cette solidarité, cette entraide qui fait que le gain, l'espérance de vie pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre augmente de 7 ans. Je crois à un scénario comme celui-là. Je crois qu'il est possible. Maintenant, il faut le construire ensemble. Mais je crois possible qu'en effet, que pas seulement du coronavirus, mais on voit bien que le coronavirus va être un épisode dans une série, je pense,
d'épisodes ressemblants avec des origines diverses et variées, mais que face à ça, on aura deux possibilités, soit la survie en mode guerre contre tous, soit la construction de solidarité, déjà le maintien des solidarités existantes, y compris les retraites, et la construction de nouvelles solidarités. Et je crois que c'est un chemin qui est possible. En tout cas, je recommande vraiment dans ce temps-ci de lire L'Entraide de Pablo Servigne, quoi. J'ai fait long, non? C'est-à-dire combien de temps? 35-40. Bon, en même temps, les gens, ils sont confinés dans leur cuisine comme moi, à part faire des gâteaux avec leur môme, il faut bien qu'ils s'occupent, donc bon, on les occupe. Bon, donc un film, l'an 01, et un livre, L'Entraide, et se laver les mains.